Saviez-vous qu'on peut être condamné à plusieurs années de séchoir simplement parce qu'on est statistiquement coupable? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à l'infirmière Lucia de Berck le 24 mars 2003. Elle a été condamnée à la prison à perpétuité pour homicide volontaire, simplement parce qu'à chaque fois qu'un nourrisson mourait de manière inattendue à la maternité dans laquelle elle travaillait, elle était présente. En juillet 2001, la petite Amber, âgée de 6 mois, est opérée du cœur. Elle était soignée à l'hôpital pédiatrique Juliana de La Haye, aux Pays-Bas, depuis sa naissance. Après son opération, la petite Amber va mieux. Mais quelques jours après, les choses se compliquent à nouveau. Début septembre, le bébé est mis sous monitoring par l'infirmière Lucia de Berck. Le monitoring, c'est une machine qui surveille la respiration et les battements du cœur du bébé. Plusieurs chutes de rythme respiratoire et cardiaque du bébé sont observées et finalement, dans la nuit du 4 septembre 2001, le bébé meurt à la suite d'une crise plus grave que les autres. La mort de la petite Amber intrigue rapidement Arda Derksen. Arda Derksen, c'est la chef du service pédiatrique dans lequel travaille Lucia de Berck. Elle trouve que depuis 2 ans qu'elle est arrivée dans le service, la présence de cette infirmière coïncide trop souvent avec des incidents de réanimation, voire avec la mort de nourrissons. Lucia de Berck lui a toujours paru un oiseau un peu bizarre. Lucia est assez froide, elle socialise peu avec ses collègues, et même sa tenue vestimentaire détonne par rapport aux autres infirmières, sans parler de son étrange passion pour le tarot. Le directeur général de l'hôpital, Paul Smith, a vent de tout ceci. En bon directeur, il prend l'affaire très au sérieux. Il monte rapidement une équipe afin d'éplucher tous les dossiers dans lesquels Lucia est intervenue depuis son arrivée à l'hôpital Juliana. Le constat se révèle rapidement inquiétant. Le nombre de décès de nouveau-nés, de nourrissons, ainsi que d'incidents de réanimation est beaucoup plus élevé pendant les heures de service de Lucia que pour toutes les infirmières du service. Il y a un mot pour quand c'est aussi curieux que ça. Dans ce cas-là, c'est plutôt suspect qu'on dit. 10 de ces cas sont alors requalifiés comme étant des cas suspects. Le directeur contacte aussi les autres hôpitaux où Lucia de Berck a travaillé et il voit ses craintes confirmées. On lui fait part, en effet, de 10 autres cas suspects qui se sont déroulés eux aussi en présence de Lucia. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Alarmé, le directeur décide d'informer la police de la situation. Et la police prend elle aussi l'affaire très au sérieux. Il faut dire qu'une infirmière qui tue ses patients, c'est un scénario de l'horreur digne d'Hollywood. Le directeur Paul Smith va jusqu'à organiser une conférence de presse le 11 septembre 2001 et il annonce devant tout le pays qu'une infirmière est impliquée dans plusieurs cas de meurtres suspects et d'incidents de réanimation concernant des nouveau-nés. Il en profite d'ailleurs au passage pour souligner son plein soutien aux familles des victimes ainsi qu'au personnel de l'hôpital. Entre-temps, les rumeurs les plus folles se mettent à courir au sujet de Lucia de Berck et le cirque médiatique la surnomme rapidement l'ange de la mort. Le 13 septembre, l'hôpital porte officiellement plainte contre l'infirmière et la police entame son enquête, bien déterminée à confondre la tueuse. Elle obtient des témoignages peu flatteurs de la part de la famille et des amis de Lucia de Berck. Et elle découvre un passé trouble, notamment un feu suspect dans la maison familiale dans les années 70. La police découvre également, dans les cahiers privés de Lucia de Berck, une histoire qu'elle a écrite à propos du meurtre d'une prostituée avec beaucoup de détails sordides. Une autopsie du bébé Amber est réalisée et on retrouve une concentration anormalement élevée de digoxine dans le sang du petit cadavre. La digoxine est une molécule dont les effets en cas de surdose expliquent parfaitement pourquoi le nourrisson est mort. Cependant, aucune preuve que Lucia de Berck a administré la molécule au bébé Amber n'est retrouvée. Il faudra attendre le 13 décembre 2001 pour que Lucia de Berck, qui entre-temps a été placée sur écoute, soit finalement arrêtée dans la précipitation. Il faut dire qu'elle a fait l'erreur de dire à son grand-père au téléphone, son grand-père qui est en fin de vie et qui souffre beaucoup, elle lui a dit qu'elle allait lui apporter des médicaments pour le soulager. En plus du bébé Amber, le cas d'Ahmad, âgé de 6 ans, interpelle également la police. Début 2001, toujours en présence de Lucia de Berck, l'enfant avait frôlé la mort une première fois, avant que sa santé ne s'améliore.
Mais un mois plus tard, il décède, alors que Lucia de Berck était en service. Comme par hasard, Balthazar. C'est un argument qui va être utilisé contre Lucia lors de son procès en 2003. Les experts défilent pour accabler l'accusé. L'un d'eux calcule même qu'il n'y a qu'une chance sur 342 millions pour qu'une même infirmière soit présente à autant de cas suspects par hasard, ou quelque chose du genre, parce que je dois vous avouer que je n'y comprends pas grand-chose quand il s'agit de statistiques. T'inquiète, j'appelle une copine. Il faut vraiment que je fasse tout ici. Allô, Bambou? Dis-moi, ton humain, il s'y connaît un peu en statistique, non? Ach ja, hij is zeer goed met de statistiek. Wacht eens, ik roep naar hem. Miauw, miauw, papa Nathan, miauw. Wat is het, Bamboe? De zaak Lucia de Berck? Ja, ik ken het verhaal wel. Ik weet bijvoorbeeld dat de Nederlanders vaak Lucia de B zeggen en niet Lucia de Berck. Ook is er inderdaad veel te zeggen over de statistiek in die zaak. Excuse-moi Nathan, mais je crois que Bambou et toi, vous avez un chat dans la gorge. C'est de la germanophobie, Sébastien. Le néerlandais est une magnifique langue, la troisième langue germanique après l'anglais et l'allemand. Mais bon, d'accord, je vais faire la suite en français. Une chance sur 342 millions donc. Comment ça a été calculé? Supposons pour faire très simple qu'il faut surveiller une série de patients pendant 48 heures, 16 heures étant divisées en 8 shifts de 6 heures. Pour chaque shift, soit Lucia de B était présente, soit elle ne l'était pas. Pour chaque shift également, soit il s'est passé quelque chose de suspect avec un patient, genre il est mort alors qu'on s'y attendait vraiment pas, soit il ne s'est rien passé de suspect, genre si le patient meurt, ça ne surprend personne compte tenu de l'état de santé du patient. Le fait que Lucia de B soit là ou pas constitue ce que les statisticiens nomment une variable, de même que le fait qu'il y ait eu quelque chose de suspect ou pas. Nous, ce qu'on veut, c'est étudier si les deux variables sont liées ou pas, ce qui nécessite de les croiser sous forme d'un tableau. Supposons que Lucia de B a pris à charge 3 des 8 shifts, ce qui veut dire qu'il y a eu 5 shifts sans elle, et qu'il y a par ailleurs eu 2 shifts avec événements suspects, ce qui signifie 6 shifts sans événements suspects. Sachant tout ça, quelles sont les possibilités pour remplir le tableau? C'est un peu comme un jeu de sudoku, avec plusieurs solutions, genre si Lucia fait un unique shift avec événements suspects, forcément elle en fait 2 sans événements suspects, vu qu'elle fait 3 shifts au total. En outre, il doit y avoir 4 shifts avec rien de suspect sans Lucia, vu qu'il y a 6 shifts sans rien de suspect au total, et enfin, 1 avec événements suspects sans Lucia, pour que le compte soit bon. Une autre possibilité pour remplir le tableau, ce serait ça, avec 0 shift suspect avec Lucia, ou encore ça, où, comme par hasard, Lucia était présente à tous les shifts comportant un événement suspect. Et vous savez quoi les chatons? C'est ce qui s'est passé. Question, si on suppose qu'il n'y a en réalité aucun lien entre Lucia de B et les trucs suspects, quelle est la probabilité de se retrouver dans la situation à l'écran quand même? La réponse à cette question, on la doit à ce type, Ronald Fisher, qui s'est rendu compte au siècle dernier qu'on pouvait voir un problème du genre comme un sac contenant 8 boules représentant les 8 shifts, dont 2 avec l'étiquette cas suspect et 6 sans cette étiquette. Pour calculer les chances que Lucia de B se retrouve dans la situation à l'écran par accident, il suffit de calculer les chances de prélever par accident 2 boules rouges et 1 boule verte du sac. Voici les 3 scénarios de prélèvement dans le sac qui donneront ce résultat. Si on prélève au hasard, la probabilité du premier scénario devient 6 chances sur 8 de prendre une boule non suspecte, puis, sachant qu'une boule non suspecte a été retirée, on a 2 chances sur 7 de prendre une boule suspecte, et enfin, 1 chance sur 6 de prendre la dernière boule suspecte. Pour le second scénario, on a d'abord 2 chances sur 8 de prendre une boule suspecte, puis 6 chances sur 7 de prendre une boule non suspecte, et enfin 1 chance sur 6 de prendre la dernière boule suspecte. Et un truc similaire pour le dernier scénario. Le bilan de toutes ces probabilités, c'est roulement de tambour, 10,8%. Si 3 shifts sur 8 étaient occupés par Lucia et qu'il y a eu 2 shifts sur 8 durant lesquels un truc suspect s'est passé, alors nous venons de calculer que la probabilité que Lucia se retrouve par accident avec 2 shifts durant lesquels un truc suspect s'est passé vaut donc 10,8%. Alors ai-je fait une erreur de calcul? Est-ce qu'on n'aurait pas dû ici se retrouver avec le 1 sur 342 millions? C'est parce qu'en vrai, j'ai menti, il y avait bien plus que 8 shifts au total, et Lucia de B était impliquée dans bien plus que 2 shifts suspects.
Le raisonnement reste toutefois le même. C'est juste que les calculs sont plus longs, sauf si on fait usage d'un truc appelé la distribution hypergéométrique. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, assez de maths pour le moment. Quoi qu'il en soit, il a été calculé que les chances que Lucia de B soit présente à autant de cas suspects, par pur hasard, sont d'une chance sur 342 millions. Le 24 mars 2003, elle est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour 4 meurtres et 3 tentatives de meurtre. Malgré l'évidence, Lucia continue à nier formellement tous ces meurtres horribles. Elle fait donc appel de cette condamnation comme le lui permet la loi. Et en juin 2004, un nouveau procès a lieu, cette fois devant la Haute Cour de La Haye. Cette fois-ci, ce sont 7 meurtres et 3 tentatives de meurtre qui sont retenues contre elle, et elle est à nouveau condamnée à la prison à perpétuité. Aux Pays-Bas, être condamné à perpétuité signifie vraiment la perpétuité, il n'y a pas de libération possible. Lucia de B est donc condamnée à mourir en prison. C'est la peine la plus grave prévue par le Code pénal aux Pays-Bas. Elle fait quand même un pourvoi en cassation, mais en mars 2006, la Cour suprême confirme définitivement sa condamnation. La société est enfin débarrassée de l'ange de la mort, qui est la plus grande tueuse en série de l'histoire des Pays-Bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'affaire Lucia de B est définitivement terminée. Ou pas, 4 ans plus tard, le 14 avril 2010, Lucia de B est acquittée de tout ce dont on l'accusait et libérée avec les excuses du ministre de la Justice de l'époque. Ça vous embouche un coin, hein, les chatonnes ? L'affaire Lucia de B est aujourd'hui considérée comme l'un des plus grands naufrages de la justice néerlandaise, si pas son plus grand naufrage. Tout ce qu'il ne fallait pas faire a été fait, des erreurs monumentales ont été commises, et le pire, c'est que beaucoup d'observateurs pensent qu'une navrante affaire du genre pourrait se produire à nouveau. Si vous voulez savoir comment une innocente a ainsi pu se retrouver condamnée à perpétuité et voir sa vie voler en éclats alors qu'elle était innocente, c'est sur la chaîne du chat sceptique que ça se passe. Cliquez ici.